Mon cher Christian, tout se passe bien ici sous les projecteurs. Et nous sommes tous très contents de savoir que tu te reposes encore cette semaine et qu'à l'heure actuelle, où je te parle tout seul sur ce plateau, tu es probablement en train de siroter un de ces longs drinks aux 1000 couleurs du Pacifique pendant qu'ici, toute l'équipe travaille pour évidemment vous offrir un culture pub à ne pas rater, la preuve avec le sommaire. Post-scriptum, Christian, profites-en bien, puisque la semaine prochaine, le sommaire, ce sera pour ta pomme. En France, on ne voit jamais d'hommes politiques dans les pubs. Et pourtant, dans les textes, rien ne l'interdit. Et à l'étranger, ils s'en donnent à cœur joie. Alors, pourquoi cette exception française? Et y a-t-il des exceptions à cette exception? Pour émerger parmi les 1300 spots diffusés chaque jour, vous pouvez faire très court, faire plus long, faire à double, triple ou quadruple détente. Ça s'appelle la créativité média et vous allez rester scotché. Et cette semaine, la partie de ping-pong la plus spectaculaire de la pub est suédoise. Et elle est évidemment dans Planète Pub. Dans l'actualité de la semaine, il y a un changement stratégique majeur. Ça fait plus de 30 ans que les publicitaires d'Orangina se secouent le bulbe pour nous répéter que la pulpe, elle ne doit surtout pas rester en bas. Eh bien ça, chez Orangina, c'est fini, terminé, basta. En revanche, ce qui ne change pas, ce sont les costumes, les effets spéciaux, les films à gros budget. Et là, de ce côté-là, c'est toujours aussi secoué. La semaine prochaine, vous pourrez voir ça. Ça, c'est l'annonce de la prochaine campagne interstellaire d'Orangina, qui n'avait pas communiqué sur son produit standard depuis 4 ans. Pour ce retour publicitaire, la marque et l'agence Young et Rubicam ont choisi la science-fiction burlesque comme nouvel univers de communication. Et aux commandes, Johan Kamitz, réalisateur fétiche des publicités Diesel, qui avait déjà signé le premier spot Orangina Rouge. Ce film a nécessité 3 semaines de préparation pour élaborer les maquettes d'immeubles parisiens, les costumes et les vaisseaux spatiaux. Ensuite, pendant une semaine, Johan Kamitz a tourné pratiquement toutes les scènes sur fond bleu et vert. La foule des envahisseurs n'était en fait constituée que de 2 personnes, suffisamment pour les infographistes qui ont démultiplié les prises grâce au procédé de réincrustation numérique. Mais les stars, c'était eux, nos hommes bouteilles, que l'on connaît déjà. C'est quoi le texte déjà? Eh oui, comme d'habitude, c'était pas vraiment un rôle de composition, mais plutôt une performance sportive. Jugez-en vous-même. J'ai rien cassé, c'est déjà pas mal. Au final, 7 semaines de travail pour un résultat à la hauteur des espérances. Tu devrais pas garder ton costume pour dormir. Un nouvel univers et un nouveau slogan. Il faut bien secouer Orangina. Sinon la soif, elle s'en va pas. Une campagne qui vient à point nommé puisque Virgin Cola s'apprête à lancer Virgin Pulp, un clone d'Orangina. Richard Branson a même défié son concurrent par voie de presse le 1er avril. Et vous allez voir, pour la pub chez Virgin, question budget, c'est pas tout à fait le même registre. Virgin Pulp. Pulp. Et dans cette nouvelle guerre des boissons à pulpe, vous n'avez plus qu'à choisir votre camp. Un hangar désaffecté, une atmosphère pesante digne du cinéma policier des années 50 et une distribution qui a de la gueule. Ici, le fils de Roger Vadim. Dans sa nouvelle campagne pour Blackjack, la Française des Jeux n'a pas changé la formule initiée il y a 5 ans par Patrice Lecomte. Une formule gagnante. Quoique. C'est pas ce qu'on avait prévu. Qui peut prévoir? Cette fois-ci, c'est Alain Corneau qui signe la suite, dont voici le 2e volet, tourné aux portes de la prison de la Santé. Voilà ta part. Et lui, malgré son air de famille, n'est pas le fils de Lino Ventura. Le compte y est. Blackjack, 10 francs. Et vous, qu'allez-vous gratter aujourd'hui?
S'aventurer sur le terrain d'une clinique spécialisée dans le don du sperme n'est pas une pratique courante dans la publicité. Si vous n'avez pas vu ce film, vous avez très peu de chances de deviner de quel annonceur il s'agit. Allez, on se concentre. Et là, on se dit que si les pubs motos sont plutôt rares à la télé, on a quand même l'impression qu'elles se sont passées le mot. Parce que le territoire du stimulant chez les motards commence à être sérieusement encombré. Régulièrement. Et puis j'en ai entendu parler comme tout le monde et j'ai essayé. C'est minimum 2 fois par jour. Ah, les problèmes de cylindrée, quand ça vous tient. De Suzuki. À en croire la loi française sur la publicité, les 3 choses les plus nuisibles pour notre santé sont 1. Le tabac, 2. L'alcool et 3. La politique. En effet, il n'y a pas de pub pour un homme ou un parti politique à la télé en France. Mieux, il n'y a pas une seule publicité commerciale qui utilise l'image d'un homme politique, que ce soit en caricature, en sosie ou en réel. Alors qu'à l'étranger, il n'hésite pas à faire guincher Thatcher, voire à empaler Clinton. Alors pourquoi cette exception française? Écoutez, c'est une excellente question et je vous remercie de me l'avoir posée. Non, donc plus sérieusement et sans langue de bois, la réponse est dans la première enquête de cette semaine. I wonder, if I ate enough Heinz baked beans, do you think I could become Prime Minister? You just might, Margaret. You just might. Il y a 2 façons de réagir à l'approche d'une élection. Primo, Old El Paso, qui frétille en nous refaisant le coup de la cuisine électorale, histoire de coller à l'actualité. Notre programme est clair. Et secondo, les publicitaires, qui, eux, se tapent un gros coup au moral. Car ils ne tourneront pas de spots comme celui-ci. La famille présidentielle et leur petite maison dans la prairie corrézienne, c'est impossible en France, car la publicité politique est interdite, classée comme substance dangereuse au même titre que le tabac et l'alcool. S'il y a quelqu'un qui doit communiquer, c'est le politique. Parce qu'il vend les idées les plus importantes, c'est-à-dire l'avenir des gens, l'avenir du pays, l'avenir de l'Europe. Et paradoxalement, on nous interdit de le faire. Alors, l'exception française, elle est simple. Au moment de la discussion de la loi, on a fait remarquer que l'introduction des spots publicitaires en France introduirait une inégalité entre les partis. Ne pas favoriser les partis riches sur les pauvres, très bien. Mais en fait, les rapports entre pub et politique sont plus compliqués que ça. Par exemple, quand un spot vous montre un député boulimique dans sa tournée des marchés, pourquoi utiliser un comédien plutôt qu'un vrai député? Ce serait plus drôle, plus crédible et surtout, rien ne l'interdit. Rien n'est interdit dans les textes. Sauf peut-être que l'apparition d'hommes politiques ou de la politique dans les spots publicitaires entraînerait quelquefois de quoi choquer l'opinion publique. En clair, le bureau de vérification de la pub a une interprétation des textes bien à lui, tellement stricte qu'il interdit l'apparition de tout homme politique, même étranger, comme dans ce spot pour Célio qui fait heureusement exception car la marque est passée outre l'avis défavorable du BVP. Le BVP qui a aussi des oublis. Ainsi, le maire du doux village de Camembert, élu du peuple, n'aurait jamais dû apparaître pour nous vanter le coulant des fromages Le Petit. Ça fait 45 ans que j'habite ici et je suis le maire du pays. Le Petit, le grand nom du Camembert. Et puis il y a des exceptions, comme cette vraie star de la politique, il est là, qui à titre gratuit et parce que le spot ne passera qu'au cinéma, peut se porter caution du journal Technicart sans risque d'interdiction. Jack, qui n'en est d'ailleurs pas à sa première tentative, mais il y a quelques années, il avait dû s'expatrier au Brésil, assouvir sa passion pour la presse écrite. Monsieur le ministre, comment êtes-vous si bien informé sur le Brésil? D'abord, les dernières informations m'ont été fournies par votre journal, l'Estado de São Paulo. Moi, je ne pourrais pas, parce que je ne pourrais plaider que pour des articles interdits, c'est-à-dire le vrai rhum, ou le bon vin, ou le cigare. Donc tout ça, avec la loi E20, me rend scélérat.
Loi Evin ou pas, cette trouille française nous prive de petits joyaux, comme ce spot anglais surréaliste où des députés chantent et dansent pour Bananarama. Précisons quand même qu'ils ont accepté à la seule condition que tous les partis soient représentés. Mais maintenant, fermez les yeux et imaginez Nicolas, Robert, Édouard et les autres. 14 smash hits from Bananarama, the most successful British girl group ever. Guaranteed to get any party. Aux États-Unis, ça donne Bob Dole, qui est soudain devenu sympathique en jouant le loser magnifique pour Visa Card, juste après sa défaite contre Bill Clinton. Of course, Bob. Can I see some ID? Driver's license, passport, military ID, voter's registration? Maybe it's time you tried the Visa check card. No questions asked, no ID needed. I just can't win. Dans la culture américaine, tout homme politique qui a acquis une très grosse notoriété essaie de faire fructifier cette notoriété par tous les moyens, y compris la publicité. Gérer l'après-politique, c'est ce qu'a parfaitement compris Gorbatchev, qui en un spot s'est mis toute l'Amérique profonde dans la poche en se faisant le héros des pizzas. Et l'exception française est là. Si nos hommes politiques ne font pas de pub, c'est peut-être tout simplement parce qu'ils n'arrêtent jamais la politique. Bon, et puis il y a d'autres raisons. C'est-à-dire qu'un homme politique qui ne serait plus actif, qui ne se contenterait pas de faire des conférences, mais qui ferait de la publicité pour des produits commerciaux, par exemple, ce serait dans la société française politique d'aujourd'hui, où il n'y a pas de publicité, considéré comme une espèce de déchéance incroyable, puisque l'homme politique ferait, après sa vie active, ce qu'il n'a jamais fait pendant. Génial. Donc, l'homme politique ne fait pas de pub parce que il ne fait pas de pub. Mais alors vous allez me dire, à défaut d'utiliser les vrais, il nous reste au moins la caricature, cette tradition bien française que même les Allemands utilisent pour que leur chancelier soit un petit peu plus trash. Das Heft zum Video. Jeden Montag neu. Der Spiegel. Seulement, là aussi, ça coince. Eram avait bien tenté le coup en 1973 avec cette parodie du règne Pompidou, mais devant le scandale, ils ont dû carrément retirer le spot. Et enfin, pour chef d'État, sans doute parce que déjà, ils avaient mis le doigt là où ça fait mal. C'est cette croyance absurde que la parole publique est encore sacrée, qu'elle descend d'en haut vers un peuple muet, censé être béat. Le président. Déjà ? Nous sommes restés des monarchistes constitutionnels. La preuve, quand on parle des pouvoirs importants de l'État, que sont l'armée, la justice, la diplomatie, la police, on parle de pouvoirs régaliens, c'est-à-dire attachés au roi. Mais il y a une solution pour se débarrasser des symboles pesants. C'est faire comme les Américains qui nous rappellent que chercher à être président, c'est d'abord chercher un logement, une maison quoi. Blanche, si possible. It's amazing what some people will go through just to get a house. Et voilà comment un journal de petites annonces immobilières nous prouve que politique, impertinence et publicité forment un mélange détonnant. Pour appâter le chaland, certains publicitaires usent et abusent de grosses ficelles. Un bon gros nounours, une bonne grosse paire de... ou alors un tout petit enfant. Mais il existe des techniques beaucoup plus pernicieuses pour retenir votre attention. C'est le thème de l'enquête que vous verrez tout de suite après la coupure pub. Culture pub, suite. Tout le monde pense qu'un spot de pub doit durer 15, 20, 30, maximum 45 secondes. Et c'est justement parce que tout le monde le pense et que la plupart le font que certains petits malins ont décidé d'inventer de nouvelles combines. Des spots qui durent 3 secondes, ou alors 2 minutes 40, 3, 4, 5 spots dans le même écran, voire 2 ou 3 fins différentes pour un même film. Ça s'appelle la créativité média et parmi toutes ces techniques, il y en a une qui devrait particulièrement vous intéresser, c'est le teasing. Alors le teasing, c'est quoi? Le teasing, c'est ça. Dans 1 minute, elle enlève le haut. Bonsoir. 1300 spots, près de 8 heures de pub, c'est ce qu'on peut voir chaque jour, rien que sur les 6 premières chaînes. Alors évidemment, pour délivrer un message et sortir du lot, ça fait une sacrée concurrence. Forcément. Ils sont tous bons, ils sont tous testés, ils ont tous eu de bons résultats. Donc l'impact, c'est difficile. Parce qu'on veut quand même toucher le maximum de gens et au meilleur prix. Donc c'est vrai qu'on essaye, et de plus en plus à la demande des annonceurs, de trouver des moyens pour émerger. Il faut avoir des valeurs d'impact, des valeurs de nouveauté, des valeurs d'attrait, des valeurs de pertinence également, bien évidemment. Et c'est pas facile.
Ah, c'est que c'est pas un métier facile publicitaire. Heureusement qu'ils ont certains trucs comme le teasing. Elle, par exemple, vous la reconnaissez. Teasing, ça vient de l'anglais to tease, taquiner, titiller. Journal, ne manquez pas l'intervention du président. En fait, il s'agit pour la pub de faire sa propre pub, une sorte de bande-annonce, histoire d'accrocher le téléspectateur. De janvier, Kleenex va bouleverser le monde des couches. C'est assez difficile de trouver des marques qui ont les moyens de se payer 7 jours de télévision suffisamment dense pour faire la première partie du teasing, puis ensuite X semaines de télévision pour permettre la suite du teasing. Donc je crois qu'il y a aussi une question de moyens. Elle est signalée par le contrôle. Et oui, c'est qu'il suffit pas de titiller, il faut ensuite tenir ses promesses. Avenir, l'afficheur qui tient ses promesses. Sinon, on est déçu. Mais il y a d'autres ficelles. Les spots durent en moyenne 22 secondes. C'est mathématique, pour se distinguer, il suffit de faire plus long. Ce film, par exemple, il dure plus de 7 heures, c'est un record. Personne ne l'a vu en entier, mais diffusé toute une nuit en Belgique, il a réussi à faire parler de lui. C'est un exemple réussi de ce qu'on appelle la créativité média. En général, la créativité média, c'est quelque chose qui est plutôt... qui sort plutôt de l'ordinaire et qui est plutôt spectaculaire. C'est comme ça qu'on définit les choses traditionnellement. Mais ce ne sont pas forcément les plus longues qui sont les plus efficaces. Certaines, en faisant très court, ont réussi à se faire remarquer en faisant irruption en pleine émission politique. Monsieur le Président, je vous interromps, il est 54 minutes après le début de l'émission. Je vous propose une page de publicité tout de suite. Cachou cachou, la jaunie, J'ai à peu près compris, oui, ce que vous vouliez dire. Et oui, moi aussi, 3 secondes de pub, ça peut suffire pour marquer les esprits. Cachou la Jaunie a joué un rôle de précurseur et depuis, ils ont gardé la même philosophie. Et ça marche tellement bien qu'on a même vu apparaître des clones. Remarquez, celui-là, c'est un long métrage, il dure 6 secondes. En plus, les spots courts, c'est pratique, ça permet d'en mettre plusieurs par écran publicitaire. Et ça, c'est forcément intéressant. Enfin, je pense. Souvent, j'ai l'impression que c'est plutôt fait pour matraquer. Et je crois que trop de pub tue la pub. Le vrai critère, c'est est-ce que c'est stratégique ou pas stratégique. C'est ça qui fait la différence. Faire un coup stratégique, c'est ce qu'a tenté récemment Noroto avec une autre forme de créativité média, la campagne à double détente. Le premier film vous met dans la peau d'un acheteur qui se retrouve avec une poubelle sur les bras. Désormais, achetez à un particulier une voiture garantie par Noroto. On a décidé de faire une double campagne parce que un discours globalisant n'aurait pas permis de rendre justice aux deux attentes vraiment différentes qui sont celles des acheteurs et celles des vendeurs. Et donc pour sensibiliser les vendeurs, rebelote avec les mêmes acteurs la suite du premier épisode, La vengeance du pigeon. Les 2 spots ont été diffusés d'abord séparément puis dans le même écran, histoire de s'adresser au plus grand nombre. Vous leur avez vendu votre voiture et ils n'en sont pas contents. Votre prochaine voiture, vendez-la, garantie par Noroto. Le même cas de figure s'est présenté récemment pour Nike. C'est qu'ils sont marrants ces créatifs, ils ont imaginé un film où un basketteur finit par mettre une rouste à un boxeur. Bon, ça a bien fait marrer les basketteurs. Le problème c'est que quand on vend des articles de sport, c'est un peu dommage de perdre une partie de sa clientèle. Donc chez Nike, on a imaginé la revanche. Comme ça, tout le monde est content. En fait, l'idéal pour être sûr d'être efficace, ce serait de créer l'événement en étant le seul spot diffusé dans un écran. Dépêche-toi, je te rappelle qu'on a attendu l'anniversaire Boursin. Voilà. Et ça, en France, c'est Boursin qui l'a fait avec cet écran trafiqué, diffusé simultanément le même jour sur toutes les chaînes. Oh non, me dis pas que t'es pas encore prête. J'en ai pour 1 minute. Et combien a coûté ce monopole publicitaire d'1 minute? Eh bien, tellement cher qu'ils n'ont pas voulu le communiquer. Publicité vous prie de les excuser, mais elles vont à l'anniversaire Boursin. Ah bah c'est qu'on n'a pas tous les jours 30 ans. Boursin, 30 ans de pub, et l'histoire continue. Faire preuve de créativité, c'est pas seulement avoir une bonne idée, c'est aussi savoir l'exploiter. Comme cette pub pour une boisson australienne. Une pub a priori anodine, le type sort du boulot, il va dans un bar où sa copine l'attend. En fait, à partir de cette trame, les créatifs ont imaginé 17 versions différentes, jusqu'aux plus délirantes. Les 17 films ont tous été diffusés la même nuit. Autre exemple, en Angleterre, cette campagne a fait durer le suspense pendant 4 jours. Chaque matin, un homme et une femme partent travailler et se croisent sans jamais se voir.
Ce n'est finalement que le 4e jour qu'ils finissent enfin par se rencontrer. Et ce que les Anglais n'ont appris qu'à la fin, c'est que c'était une pub pour la sécurité routière. En fait, ce qu'il faut faire, c'est montrer des choses toujours vues de manière jamais vue. Donc il faut créer des ruptures. Et tout ce qui va provoquer des ruptures va favoriser l'impact. Ah, une rupture? Mais c'est quoi une rupture? Une rupture, c'est... L'homme qui valait 3 milliards est quand même une série qui date de plus de 20 ans. Et c'est très étonnant qu'avec une telle promesse, L'homme qui valait 3 milliards, aucun publicitaire n'ait jamais pensé à récupérer avant Lee Major, alias Steve Austin. Eh bien c'est maintenant chose faite, et c'est dans Planète Pub. Pas besoin d'être un super-héros pour devenir riche et célèbre. Il suffit de jouer au loto. Et pour nous le prouver, la loterie du Colorado s'est carrément offert l'une des grandes stars des séries cultes américaines, Lee Majors, dans le rôle du bionique Steve Austin. Eh, vous auriez pas vu Super Jamie? Lee Majors, $6 million man. Bill Pennell, $7 million lotto winner. Bill, 7 million, huh? You know, I bet you're completely bionic. No, I don't think so. Well, there's only one way to find out. Arm wrestle. No. Come on, Bill, come on. Come on. Come on! Gee, Bill, I'm really sorry, man. For 7 million, I thought you had something. Quand on est un jeune metteur en scène au talent prometteur mais encore méconnu, il faut faire ses preuves. Et pour cela, le meilleur moyen, c'est de réaliser une pub factice et de convaincre un annonceur de l'utiliser comme une vraie pub. Dans ce cas précis, l'annonceur en question n'a pas accepté. Il a dû juger qu'on ne voyait pas assez son produit. Pour certains annonceurs, ne dévoiler le produit que quelques secondes avant la fin du film, c'est prendre un gros risque. Pour d'autres, à l'inverse, c'est une vraie philosophie de marque. Et vous allez voir, ça fonctionne même très bien puisque ce film vient d'être élu meilleure pub de l'année 98 par plusieurs journaux anglais. La semaine prochaine, Culture Pub pose une vraie question. L'homme fait-il vraiment plus le ménage ou la pub nous raconte-t-elle n'importe quoi? En attendant la réponse, joyeuse Pâques et à dimanche prochain avec 2 présentateurs pour le prix d'un. Moutarde différente. La moutarde fin gourmet de Maille. Son goût est si riche que tout accompagnement devient soudain superflu. Avec ses fines pointes d'épices, elle offre au palais un foisonnement de saveurs. Moutarde fin gourmet de Maille. Elle vous met bien plus que son piquant à la bouche. Il n'y a que Maille qui maille. M6 Publicité.
Culture Pub, suite, cette semaine débute le festival Imagina. Vous le savez, c'est le grand rendez-vous des images de synthèse, des effets spéciaux et des mariages fructueux entre la réalité et le virtuel. Ben, ces fameuses images virtuelles, ce qu'il y a de nouveau d'ailleurs, c'est que désormais, elles génèrent un énorme business. Et pour cause, puisqu'aujourd'hui, quand on sort un long métrage, eh bien avec le même matériel, les mêmes images, on peut sortir d'autres produits dérivés comme des jeux vidéo. Gros marché. Mais la véritable révolution numérique, c'est qu'aujourd'hui, ces images sont devenues de plus en plus accessibles. Avant, c'était l'apanage des grands studios. Et bien maintenant, avec un simple ordinateur, on peut très facilement bidouiller la tronche de sa belle-mère et la changer en Cindy Crawford. Démonstration dans la deuxième enquête de la semaine. Cette semaine, et pour la 18e année consécutive, le festival Imagina des images numériques, entendez par là les images créées dans les circuits de plus en plus puissants des ordinateurs, s'apprête à nous en mettre plein la tête. Et pour cause, aujourd'hui, l'image de synthèse est omniprésente. On la retrouve à la télévision, en publicité, en clip, on la retrouve sur Internet, on la retrouve dans les jeux vidéo, avec des images qui commencent à se rapprocher de la qualité du dessin animé. Et puis on la retrouve bien évidemment au cinéma, dans les effets spéciaux, ou à la télévision, également dans les effets spéciaux. Ah, les effets spéciaux. Au cinéma, ce sont même devenus les nouvelles stars, volant la vedette aux acteurs dans les génériques. Et plus besoin de s'appeler Lucas pour faire de l'image numérique. En 18 ans, l'outil s'est démocratisé. Aujourd'hui, tout le monde ou presque peut marier images réelles et virtuelles sur son ordinateur avec un peu d'imagination et beaucoup de bidouilles, comme dans ce décor de jeu vidéo. La mer, c'est entièrement de la 3D. L'écume blanche, c'est réel, c'est-à-dire que j'ai pris une petite caméra H8, j'ai filmé, puis j'ai intégré dedans. La cascade, pareil, c'était pendant les vacances à Cuba, j'en ai profité pour le mettre dedans. Incrusté ensuite dans ces décors hybrides de vrais personnages filmés sur fond bleu, vous obtenez Viking, une production bien gauloise et pas du tout complexée. Je dis pas que c'est du cinéma, mais c'est presque ça. Bon, l'image de synthèse peut aussi venir au secours du patrimoine archéologique. C'est le positionnement d'EDF qui recrée à base d'archives des monuments historiques en 3D. Cette année, EDF a redessiné en 64 heures le pavillon Bagatelle que le comte d'Artois fit construire en 64 jours pour Marie-Antoinette. En matière de créativité, la réalité dépasse souvent la fiction. Pour le décor d'un jeu vidéo, ce dessinateur s'est ainsi inspiré d'un livre sur les fourmis. Vous voyez ces jambes? Eh bien, elles viennent de ces vraies pattes de fourmis. What are we going to do? The boiler. What are we going to do? Et cette texture, c'est la même que sur cette photo-là. Donc pour moi, en fait, on peut trouver l'inspiration devant son nez. What the heck? Avec la sortie du film Fourmise, entièrement réalisé en images de synthèse, l'insecte est du reste une des grandes vedettes digitales de l'année. Mais il n'y a pas que les créatifs qui s'intéressent au numérique. Le marketing a vite compris l'intérêt de ces images qui passent sans problème de la télévision à l'ordinateur et les écrans du cinéma. C'est ainsi que Lara Croft, héroïne des consoles de jeu, est devenue star de la pub en attendant d'être dérivée en long métrage avec une vraie actrice. On parle de Demi Moore, qui devra le cas échéant gagner en silicone, ce qui la sépare du clone officiel de Lara Croft. Autre croisement, la série télé X-Files fait aujourd'hui un tabac dans sa version jeu vidéo qui recycle les images du tournage. Deux de mes agents ont disparu, Fox, Mulder et Dana Scully. Guerre des étoiles, Independence Day, Indiana Jones, toutes les super productions américaines ont, elles aussi, été dérivées en jeux vidéo. Mais bien souvent, l'adaptation n'arrive pas à la cheville de l'original. Ce qui est très important, c'est de ne pas se moquer du public et de ne pas fabriquer un jeu épouvantable sous prétexte qu'on a une bonne licence. De ne pas faire comme font les gros studios, c'est-à-dire de faire un film et de traiter le jeu vidéo comme un t-shirt ou comme une brosse à dents. Pour éviter cela, ce producteur développe conjointement le jeu et le long métrage en images de synthèse. La sortie sur grand écran et console vidéo de Gaina est prévue au printemps 2000. My name is Gaina. Et aux États-Unis, Bruce Willis s'est fait scanner en 3 dimensions pour Apocalypse, un jeu qui devrait normalement accoucher d'un film à gros budget. Je pense que ce jeu va faire un tabac partout dans le monde. Et donc le film, c'est sûr, plus tard, ce sera sympa de le tourner. Autre tendance, les héros de synthèse s'humanisent pour accrocher le public féminin, traditionnellement rebuté par le côté gore du jeu vidéo. Okay,
La mission dans les jeux vidéo, c'est qu'on vous dit faut tuer tout ce qui bouge pour avoir un maximum de points. Et les garçons, ils disent ok, pigé. Alors que les filles, elles disent pourquoi? J'ai pas envie, c'est bête ça. Donc, je joue pas. Demain, les personnages ne seront pas seulement dotés de caractéristiques morales, ils seront de plus en plus intelligents et conçus pour s'adapter à chaque joueur. Pour le programmeur, il s'agit d'analyser qui il a au bout de la souris ou au bout du joystick et de s'adapter complètement à la personnalité du joueur. Exemple concret. Si vous traversez un village au début de votre quête dans un jeu vidéo et que vous vous comportez de manière peu conviviale, hein, vous assommez les grands-mères et vous volez les goûters des petits-enfants, ben si 6 mois après, vous repassez dans ce même village, le village aura gardé le souvenir de ça. Et donc le comportement des habitants du village sera différent de ce qu'il aurait été si vous vous étiez bien comporté, entre guillemets. Le même jeu, produit en masse, sera donc personnalisable à l'infini. Même chose en télévision, avec le mariage des technologies, d'Internet et de la diffusion par satellite. Il sera bientôt possible de composer le journal télévisé à la carte. Ainsi, l'INA travaille aujourd'hui sur un projet où le spectateur devient son propre producteur d'images. On a un sujet de 20 secondes sur les incidents en Irlande du Nord, par exemple. Là, ce qu'on propose, c'est soit de le regarder en 20 secondes, parce que c'est juste une information comme ça, soit d'aller regarder tout un tas d'éléments qui ont été diffusés par la chaîne les jours précédents, et on va pouvoir se faire son propre journal. Music, please! Contre-coup de cette interactivité, plus nous personnaliserons le programme, plus nous donnerons en retour des informations très pointues sur notre mode de pensée, de consommation. Des informations qui, n'en doutez pas, ne tomberont pas dans l'oreille d'un sourd. Les images virtuelles, on y reste avec un Planète Pub entièrement consacré aux spots étrangers qui utilisent des images de synthèse. Une petite précision, les spots que vous allez voir ont tous été post-produits par la société Buff, qui est, monsieur, une société française. Voici donc en effet spéciaux un bestiaire particulièrement flippant, puisque vous y découvrirez un requin blanc mangeur d'hommes, un moustique mangeur d'hommes et un alien pas franchement végétarien. Cette semaine, 3 spots présentés au Festival Imagina. On commence par une pub pour la Citroën Saxo, diffusée depuis 2 jours sur les chaînes espagnoles. Mais nos voisins n'auront pas la chance de voir cette version longue, où le réalisateur a glissé sa petite touche personnelle en forme de vache folle, rien que pour se faire plaisir. Comment transformer un affreux moustique en héros publicitaire? Vous prenez une photo de lui au microscope électronique, vous le rendez présentable et sympathique, car faut pas oublier qu'on est dans une pub, puis 3 semaines de lifting derrière un ordinateur pour faire les effets spéciaux, et le tour est joué. Voici le film qui a été élu meilleure pub de l'année 98 en Hollande. Même s'il a nécessité beaucoup d'effets spéciaux,
sachez que la plupart des requins présents dans l'aquarium étaient d'authentiques prédateurs. Ils ont même failli croquer une des caméras sous-marines. Brrr. Ja, hallo. Ik zie dat u dubbel glas verkoopt. Ja. Heeft u toevallig een stukje staan van 4 bij 8 meter? Alleen in matglas. Ze hebben alleen matglas. Nou, dat zien ze meteen. Nee, sorry. U kunt nu meteen komen zetten. Mooi, 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 mooi. Wat kost het? Is dat inclusief stopverf? Oh, geef niet. Kijk gewoon nog even verder. Bedankt. Comment expliquer que dans tous les pays, les publicités pour les jeux et les loteries s'appuient toujours sur le registre de l'humour? Réponse la semaine prochaine, puisque c'est l'un des thèmes que nous vous proposons dans Culture Pub. Salut!